les âmes pieuses qui voudraient bien savoir notre être éloigné de tout contact avec ce qui est mauvais et vulgaire ne manqueront certainement pas, s'appuyant sur la précocité et la prégnance de l'interdiction du meurtre, d'en conclure de façon rassurante à la force de motion morale nécessairement implantée en nous. Malheureusement, cet argument apporte davantage de preuves en faveur du contraire. Un interdit si puissant ne peut se dresser que contre une impulsion d'égale puissance. Ce qu'aucune âme humaine ne désire, on n'a pas besoin de l'interdire. Cela s'exclut de soi-même. Précisément, le caractère insistant du commandement « tu ne tueras point » nous donne la certitude que nous descendons d'une lignée infiniment longue de meurtriers qui avaient dans le sang le désir de tuer comme peut-être nous-mêmes encore. Les aspirations morales de l'humanité, dont nous n'avons pas à dénigrer la force de l'importance, sont une acquisition de l'histoire humaine, dans une mesure malheureusement très variable. Elles sont devenues pour l'humanité d'aujourd'hui des biens acquis par héritage. Laissons maintenant l'homme des origines et tournons-nous vers l'inconscient inhérent à notre propre vie psychique. Nous nous fonderons ici entièrement sur la méthode d'investigation de la psychanalyse, la seule qui atteigne de telles profondeurs. Nous demandons comment notre inconscient se comporte-t-il à l'égard du problème de la mort. La réponse s'impose, presque exactement comme l'homme des origines. De ce point de vue, comme de tant d'autres, l'homme des premiers âges survit inchangé dans notre inconscient. Ainsi, notre inconscient ne croit pas à la mort personnelle, il se conduit comme s'il était immortel. Ce que nous appelons notre inconscient, les couches les plus profondes de notre âme, constituées de motions pulsionnelles, ne connaît absolument rien de négatif, aucune dénégation. En lui, les contraires se recouvrent, et de ce fait ne connaît pas non plus notre propre mort, à laquelle nous ne pouvons donner qu'un contenu négatif. Aussi, rien de pulsionnel en nous ne favorise la croyance en la mort. Peut-être même est-ce là le secret de l'héroïsme. L'explication rationnelle de l'héroïsme s'appuie sur un jugement qui refuse à la vie personnelle la même valeur qu'à certains biens abstraits et universels. Mais il se pourrait bien, selon moi, que soit plus fréquent l'héroïsme instinctif et impulsif qui ignore une telle motivation et tout simplement brave les dangers avec l'assurance de Hans le casseur, de Pierre Danzengruber. Il peut rien t'arriver. Ou bien cette motivation ne sert qu'à balayer les hésitations qui feront obstacle à la réaction héroïque correspondant à l'inconscient. L'angoisse de la mort, dont nous subissons la domination plus souvent que nous le savons nous-mêmes, est par contre quelque chose de secondaire, issu le plus souvent d'une conscience de culpabilité. D'autre part, nous trouvons légitime la mort des étrangers et des ennemis, et nous les y condamnons avec autant d'empressement et aussi peu d'hésitation que l'homme des origines. Ici pourtant apparaît une différence, que l'on tiendra pour décisive dans la réalité. Notre inconscient n'exécute pas la mise à mort, il se contente de la penser et de la délivrer, mais on aurait tort de trop sous-estimer cette réalité psychique par comparaison avec la réalité de fait. Elle est suffisamment significative et lourde de conséquences. Chaque jour, à chaque heure, dans nos motions inconscientes, nous écartons de notre chemin ceux qui nous gênent, ceux qui nous ont offensés et lésés. Que le diable l'emporte qui nous vient si souvent aux lèvres, car notre mauvaise humeur se dissimule derrière une plaisanterie, et qui signifie en réalité que la mort l'emporte. Et c'est dans notre inconscient un désir de mort sérieux et plein de force. Bien plus, notre inconscient tue même pour des choses insignifiantes, comme l'ancienne législation athénienne de Dracon. Il ne connaît pour les délits aucun autre châtiment que la mort, ce en quoi il ne manque pas de conséquences, car tout préjudice porté à notre moi tout-puissant et souverain est au fond un crimen laese majestatis. Si l'on nous juge selon nos motions de désir inconscientes, nous sommes donc nous-mêmes, comme les hommes des origines, une bande d'assassins. C'est une chance que tous ces désirs ne possèdent pas la force que leur attribuaient encore les hommes des premiers âges. L'humanité aurait depuis longtemps péri dans le feu croisé des malédictions réciproques, les meilleurs et les plus sages des hommes comme les plus belles et les plus douces des femmes. La psychanalyse, avec des constatations comme celle-ci, ne trouve la plupart du temps aucun crédit auprès des profanes.
On les rejette comme des calomnies qui, face aux assurances de la conscience, ne comptent pas et l'on ferme habilement les yeux sur les petits indices par lesquels l'inconscient lui aussi accoutume de se révéler au conscient. C'est pourquoi il est opportun de rappeler que de nombreux penseurs qui n'ont pas pu être influencés par la psychanalyse ont, avec suffisamment de netteté, accusé nos pensées secrètes d'être prêtes à nous débarrasser de ce qui nous gêne en passant outre à l'interdiction de tuer. À cette fin, je choisis, avec tant d'autres, un seul exemple devenu célèbre. Dans Le Père Goriot, Balzac fait allusion à un passage des œuvres de Jean-Jacques Rousseau, dans lequel cet auteur demande au lecteur ce qu'il ferait si, sans quitter Paris et naturellement sans être découvert, il pouvait par un simple acte de volonté tuer à Pékin un vieux mandarin dont le décès ne manquerait pas de lui apporter un grand avantage. Il laisse deviner qu'il ne tient pas la vie de ce dignitaire pour très assuré. Tuer son mandarin est devenu une expression proverbiale pour cette disposition secrète, propre aussi aux hommes d'aujourd'hui. Il y a également toute une série de mots d'esprit et d'anecdotes cyniques qui témoignent dans le même sens, comme par exemple cette expression attribuée à un mari. Si l'un de nous demeure, j'irai m'établir à Paris. Ces mots d'esprit cynique ne seraient pas possibles s'ils n'avaient pas à communiquer une vérité déniée, qu'on ne peut pas s'avouer si elle est exprimée sérieusement et sans déguisement. Il est connu qu'en plaisantant, on peut dire même la vérité. Comme pour l'homme des origines, il existe aussi pour notre inconscient un cas où les deux attitudes opposées à l'égard de la mort, l'une qui la reconnaît comme anéantissement de la vie et l'autre qui la dénie comme non réelle, se heurtent et entrent en conflit. Et ce cas est, comme aux premiers âges, la mort ou le danger de mort d'un de nos êtres chers, d'un parent ou d'un conjoint, d'un frère ou d'une sœur, d'un enfant ou d'un ami aimé. D'un côté, ces êtres chers sont pour nous un bien intérieur, une partie constituante de notre propre moi, notre moi propre. Mais de l'autre, ils sont aussi pour une part des étrangers, voire des ennemis. À nos relations d'amour les plus tendres et les plus intimes est attachée, sauf dans un tout petit nombre de situations, une parcelle d'hostilité capable de stimuler notre désir de mort inconscient. Toutefois, de ce conflit ambivalentiel résulte non pas comme autrefois la doctrine de l'âme et l'éthique, mais la névrose, qui nous permet sur la vie psychique normale, elle aussi, de pénétrants aperçus. Combien de fois les médecins soignants par la psychanalyse n'ont-ils pas eu affaire aux symptômes que représente l'excès de tendresse dans le souci du bien-être des proches ou aux auto-reproches absolument injustifiés venant après la mort d'une personne aimée? L'étude de ces cas ne leur a laissé aucun doute quant à l'extension et la signification des désirs de mort inconscient. Le profane éprouve une horreur extrême devant cette possibilité affective et s'autorise de cette aversion pour légitimer son manque de foi dans les affirmations de la psychanalyse. À tort, me semble-t-il, il n'a jamais été question de jeter le discrédit sur notre vie amoureuse, et il n'y a d'ailleurs jamais eu de tel discrédit. Notre raison et notre sensibilité sont certes bien loin d'accoupler de cette manière amour et haine, mais la nature, en travaillant avec ce couple d'opposés, réussit à maintenir l'amour toujours en éveil et dans sa fraîcheur pour l'assurer contre la haine aux aguets derrière lui. On peut bien dire que nous devons les plus beaux épanouissements de notre vie amoureuse à la réaction contre l'impulsion hostile que nous ressentons dans notre poitrine. Résumons-nous donc, tout autant que l'homme des temps originaires, notre inconscient est inaccessible à la représentation de notre propre mort et plein de désirs meurtriers et sanguinaires à l'égard de l'étranger, et divisé, ambivalent, à l'égard de la personne aimée. Mais comme l'attitude conventionnelle est liée à la civilisation que nous avons à l'égard de la mort nous a éloignés de cet état originaire. Il est facile de dire de quelle façon la guerre intervient dans ce désaccord. Elle nous dépouille des couches récentes déposées par la civilisation et fait réapparaître en nous l'homme des origines. Elle nous contraint de nouveau à être des héros qui ne peuvent croire à leur propre mort. Elle nous désigne les étrangers comme des ennemis dont on doit provoquer ou souhaiter la mort. Elle nous conseille de ne pas nous arrêter à la mort des personnes aimées. La guerre, elle, ne se laisse pas éliminer. Aussi longtemps que les peuples auront des conditions d'existence si différentes et que leur répulsion mutuelle sera si violente, il y aura nécessairement des guerres. Dès lors, la question se pose, ne devons-nous pas être ceux qui cèdent et s'adaptent à la guerre? Ne devons-nous
pas convenir qu'avec notre attitude de civilisé à l'égard de la mort, nous avons une fois encore vécu psychologiquement au-dessus de nos moyens? Et ne devons-nous pas faire demi-tour et confesser la vérité? Ne vaudrait-il pas mieux faire à la mort dans la réalité et dans nos pensées la place qui lui revient et laisser un peu plus se manifester notre attitude inconsciente à l'égard de la mort que nous avons jusqu'à présent si soigneusement réprimée? Cela ne semble pas être un progrès, plutôt sous-main rapport un recul, une régression, et cela présente l'avantage de mieux tenir compte de la vraisemblance et de nous rendre la vie de nouveau plus supportable. Supporter la vie reste bien le premier devoir de tous les vivants. L'illusion perd toute valeur quand elle nous en empêche. Rappelons-nous le vieil adage « Si vis pacem para bellum », si tu veux maintenir la paix, arme-toi pour la guerre. Il serait d'actualité de le modifier « Si vis vitam para mortem », si tu veux supporter la vie, organise-toi pour la mort. Au-delà du principe de plaisir, 1920. Dans la théorie psychanalytique, nous admettons sans hésiter que le principe de plaisir règle automatiquement l'écoulement des processus psychiques. Autrement dit, nous croyons que celui-ci est chaque fois provoqué par une tension déplaisante et qu'il prend une direction telle que son résultat final coïncide avec un abaissement de cette tension, c'est-à-dire avec un évitement de déplaisir ou une production de plaisir. Lorsque nous tenons compte de ce cours en étudiant les processus psychiques, nous introduisons le point de vue économique dans notre travail. Nous pensons qu'un mode d'exposition où l'on tente d'apprécier le facteur économique, en plus des facteurs topiques et dynamiques, est le plus complet que nous puissions nous représenter actuellement et qu'il mérite d'être mis en évidence par le terme de métapsychologique. Il ne nous importe pas ici de rechercher dans quelle mesure, en posant le principe de plaisir, nous nous rapprochons de tel ou tel système philosophique historiquement datable, ou même nous rattachons à lui. C'est en nous efforçant de décrire et d'expliquer les faits de l'observation quotidienne dans notre domaine que nous sommes parvenus à de telles hypothèses spéculatives. Le travail psychanalytique ne recherche pas la priorité et l'originalité, et les données qui nous fondent à poser le principe de plaisir sont si évidentes qu'il n'est guère possible de ne pas les voir. En revanche, nous serions très reconnaissants envers une théorie philosophique ou psychologique capable de nous dire quelle est la signification des sensations, pour nous si impératives, de plaisir et de déplaisir. Malheureusement, à ce sujet, on ne nous offre rien d'utilisable. Il s'agit là de la région de la vie psychique la plus obscure et la moins accessible, et s'il nous est impossible d'éviter d'y toucher, c'est l'hypothèse la plus lâche qui, selon moi, sera la meilleure. Nous nous sommes décidés à mettre en rapport le plaisir et le déplaisir, avec cette quantité d'excitation présente dans la vie psychique qui n'est liée à aucune façon. Relation telle que le déplaisir correspond à une élévation et le plaisir à une diminution de cette quantité. Nous ne visons pas par là un rapport simple entre la force des sensations et les modifications auxquelles nous les rattachons, et encore moins, d'après tout ce que nous avons appris de la psychophysiologie, concevons-nous un tel rapport comme directement proportionnel. Il est vraisemblable que le facteur déterminant de la sensation est le taux de diminution ou d'augmentation dans un temps donné. L'expérimentation pourrait ici entrer en jeu, mais pour nous, analystes, il n'est pas avisé de nous engager plus avant dans ce problème tant que des observations bien définies ne nous guident pas. Nous ne saurions cependant rester indifférents devant le fait qu'un chercheur aussi pénétrant que Fechner a présenté une conception du plaisir et du déplaisir qui coïncide pour l'essentiel avec celle que nous impose le travail psychanalytique. On trouvera exprimée cette conception de Fechner dans son petit ouvrage « Quelques idées sur l'histoire de la création et du développement des organismes ». Dans 1873, dans les termes suivants, pour autant que les stimulations conscientes sont toujours en rapport avec du plaisir ou du déplaisir, on peut aussi considérer le plaisir et le déplaisir comme étant en relation psychophysique, avec des conditions de stabilité et d'instabilité. Ceci permet de fonder cette hypothèse que je me propose de développer ailleurs. Tout mouvement psychophysique qui passe le seuil de la conscience est affecté de plaisir dans la mesure où, au-delà d'une certaine limite, il se rapproche de la stabilité complète, et affecté de déplaisir dans la mesure où il s'en éloigne au-delà d'une certaine limite, entre ces deux limites que l'on peut caractériser comme seuil qualitatif du
plaisir et du déplaisir, il subsiste une certaine zone d'indifférence esthétique. Les faits qui nous ont conduits à croire en la domination du principe de plaisir dans la vie psychique trouvent aussi leur expression dans l'hypothèse selon laquelle l'appareil psychique a une tendance à maintenir aussi bas que possible la quantité d'excitation présente en lui, ou du moins à la maintenir constante. Ce n'est là qu'une autre formulation du principe de plaisir. En effet, s'il est vrai que le travail de l'appareil psychique a pour but de maintenir basse la quantité d'excitation, tout ce qui est propre à accroître celle-ci est nécessairement ressenti comme opposé à la fonction de l'appareil, c'est-à-dire comme déplaisant. Le principe de plaisir se déduit du principe de constance. En réalité, le principe de constance a été inféré à partir des faits qui nous ont forcés à admettre le principe de plaisir. Une discussion plus approfondie nous montrera aussi que cette tendance que nous venons d'attribuer à l'appareil psychique se subordonne comme un cas particulier au principe de la tendance à la stabilité, posé par Fechner, qui y rapporte les sensations de plaisir-déplaisir. Nous devons dire cependant qu'en toute rigueur, il est inexact de parler d'une domination du principe de plaisir sur le cours des processus psychiques. Si une telle domination existait, l'immense majorité de nos processus psychiques devrait être accompagnée de plaisir, ou conduire au plaisir. Or, l'expérience la plus générale est en contradiction flagrante avec cette conclusion. Aussi doit-on admettre ceci: il existe dans le psychisme une forte tendance au principe de plaisir, mais certaines autres forces ou conditions s'y opposent, de sorte que l'issue finale ne peut pas toujours correspondre à la tendance au plaisir. Qu'on se réfère ici à la remarque faite par Fechner à propos d'une semblable question, mais du fait que la tendance a un but ne signifie pas encore que le but est atteint, et du fait que le but n'est généralement accessible que par approximation. Si maintenant nous abordons la question de savoir quelles sont les circonstances capables d'empêcher le principe de plaisir d'entrer en vigueur, nous nous retrouvons en terrain ferme et connu, et nous pouvons puiser largement dans notre expérience analytique pour formuler une réponse. Le premier cas où l'on rencontre une telle inhibition du principe de plaisir nous est bien connu. Il est dans l'ordre. Nous savons en effet que le principe de plaisir convient à un mode primaire de travail de l'appareil psychique, et qu'en ce qui concerne l'auto-affirmation de l'organisme soumis aux difficultés du monde extérieur, il est d'emblée inutilisable et même extrêmement dangereux. Sous l'influence des pulsions d'auto-conservation du moi, le principe de plaisir est relayé par le principe de réalité. Celui-ci ne renonce pas à l'intention de gagner finalement du plaisir, mais il exige et met en vigueur l'ajournement de la satisfaction, le renoncement à toutes sortes de possibilités d'y parvenir, et la tolérance provisoire du déplaisir sur le long chemin détourné qui mène au plaisir. Mais le principe de plaisir reste pour longtemps le mode de travail des pulsions sexuelles plus difficilement éducables. Le cas se produit sans cesse où, soit à partir de ces pulsions, soit dans le moi lui-même, le principe de plaisir déborde irrésistiblement le principe de réalité au détriment de l'ensemble de l'organisme. Il n'est cependant pas douteux que le relais du principe de plaisir par le principe de réalité ne peut être rendu responsable que d'une petite partie des expériences déplaisantes et qui ne comprend pas les plus intenses. Une autre source de libération de déplaisir, qui n'est pas moins dans l'ordre, provient des conflits et clivages qui se produisent dans l'appareil psychique, pendant que le moi accomplit son développement vers des organisations plus hautement différenciées. Presque toute l'énergie qui remplit l'appareil provient d'émotions pulsionnelles, innées, mais il ne leur est pas loisible à toutes d'atteindre les mêmes phases de développement. Le cas se reproduit sans cesse en chemin où des pulsions isolées ou bien des éléments pulsionnels se révèlent incompatibles dans leur but ou leur revendication avec les autres pulsions, qui sont capables de se joindre à l'unité englobante du moi. Le processus du refoulement opère alors un clivage entre elles et cette unité. Elles sont maintenues à des stades inférieurs du développement psychique et coupées pour commencer de la possibilité d'une satisfaction. Si elles parviennent plus tard, ce qui se produit si facilement pour les pulsions sexuelles refoulées, à se frayer par des chemins détournés, l'accès à une satisfaction directe ou substitutive, ce résultat qui, dans un autre cas, aurait pu procurer du plaisir est ressenti par le moi comme déplaisir. En conséquence de l'ancien conflit qui a abouti au refoulement,
Le principe de plaisir a été à nouveau battu en brèche alors que précisément certaines pulsions s'efforçaient, conformément au principe, d'obtenir un nouveau plaisir. Le processus par lequel le refoulement transforme une possibilité de plaisir en une source de déplaisir ne nous est pas encore bien compréhensible dans les détails, ni clairement figurable, mais il n'est pas douteux que tout déplaisir névrotique est de cette sorte un plaisir qui ne peut être éprouvé comme tel. Les deux sources de déplaisir que nous venons d'indiquer sont encore loin de recouvrir la majorité de nos expériences déplaisantes, mais on peut affirmer, avec quelque apparence de raison, que le reste de ces expériences ne contredit pas la domination du principe de plaisir. La plus grande part du déplaisir que nous éprouvons est en effet du déplaisir provoqué par des perceptions. Il peut s'agir de la perception de la poussée de pulsions insatisfaites ou bien d'une perception extérieure, qu'elle soit pénible en elle-même ou qu'elle éveille dans l'appareil psychique des attentes déplaisantes et soit reconnue par lui comme danger. La réaction à ces revendications pulsionnelles et à ces menaces de danger, réaction dans laquelle se manifeste l'activité propre de l'appareil psychique, peut alors être dirigée de façon correcte par le principe de plaisir ou par le principe de réalité qui vient le modifier. Ainsi, n'apparaît-il pas nécessaire d'admettre une limitation plus importante du principe de plaisir? Et pourtant, c'est justement l'étude de la réaction psychique au danger extérieur qui va nous apporter un nouveau matériel et modifier la position de notre problème.